Eddie Haït. Bonjour. Bienvenue au bistrot du Théâtre à Montigny. Je vous en prie, après vous, on passe devant. Et je vous laisse passer. Bienvenue donc à Montigny-le-Bretonneux, ici au bistrot du Théâtre à Montigny, une émission qui permet de parler aussi du parcours des élus, en plus des questions d'actualité. Vous êtes donc conseiller régional d'Île-de-France, élu du Parti radical gauche. Vous avez été le maire de Carrières-sous-Poissy, aujourd'hui chef de file de l'opposition, et depuis peu conseiller spécial aussi de la ministre de la fonction publique, Annick Girardin. Beaucoup de mandats. Vous avez encore du temps ? Oui, bon, c'est une question d'organisation et puis d'articulation avec la vie privée, mais c'est un choix personnel. On va commencer par une première question autour de l'actualité. Au Conseil régional, Valérie Pécresse, la nouvelle responsable, la nouvelle présidente de cette région francilienne, a commandé un audit à son arrivée. Des premières conclusions sont déjà arrivées, des audits sur la présidence socialiste. Première conclusion, dégradation financière significative, augmentation du nombre d'agents au siège, hausse des subventions aux associations. Le tableau est plutôt noir. Quelle est votre réaction, sachant que vous avez siégé par le passé dans la majorité aux côtés de Jean-Paul Huchon ? Alors, il s'agit tout d'abord, non pas d'un audit, mais d'un avis donné par un cabinet conseil, d'une démarche initiée par la présidente de la région elle-même, sans démarche contradictoire. Donc nous, on pose la question de la sincérité. Pour vous, c'est pas objectif, ce qui est sorti ? Ça ne peut pas l'être, puisque déjà nous l'avons découvert dans la presse, il nous a été adressé que dans l'après-midi, sans possibilité d'en débattre, et aujourd'hui, il sert de justification à toutes les réductions drastiques et systématiques qui sont faites sur les budgets de fonctionnement. Donc on considère que la démarche n'est pas très réglo et on souhaite véritablement un audit et un véritable audit contradictoire, mais on se demande si vraiment la présidente souhaite être fair-play dans cet exercice-là. Au moment où nous enregistrons cette émission, se déroulent les discussions autour du budget pour la région. Comment se passent ces différentes discussions et plus globalement, quel bilan vous faites dans l'opposition aujourd'hui des premiers mois de présidence de Valérie Pécresse ? Alors moi j'ai la chance de présider un groupe aujourd'hui dans l'opposition, comme j'en avais présidé un dans la majorité il y a peu, donc on a la chance d'échanger régulièrement avec la présidente. Elle, je dirais, décline son programme et bien évidemment nous ne partageons pas les orientations qui sont mises en œuvre. Néanmoins, on constate quand même une politique de déconstruction sociale, citoyenne, économique et environnementale qui nous déplaît, car il y a une véritable idéologie qui est derrière tout cela. Et si elle peut être sympathique, agréable, aujourd'hui, son projet politique, nous les considérons comme dangereux pour l'Île-de-France. Il n'y avait pas de dysfonctionnement par le passé, parce qu'on entend souvent revenir encore aujourd'hui, on l'a entendu pendant la campagne, mais on l'entend encore aujourd'hui. Je repense pas cet audit, mais en tout cas ces avis dont on parlait il y a quelques instants. Est-ce qu'il n'y avait pas eu aussi par le passé quelques dysfonctionnements dans la région, des choses à reprendre et à remettre à plat ? Mais si nous avions mené parfaitement l'exercice qui nous avait été confié, nous serions encore en responsabilité aujourd'hui. Les électeurs ont décidé de confier la responsabilité de la région à une nouvelle majorité. Donc ça, c'est un fait démocratique qui n'a pas à être mis en cause. Les voies de perfectionnement avaient été identifiées. J'étais en charge de la modernisation de l'action publique régionale sur le secteur des associations. Un dispositif spécifique de contrôle, d'évaluation était en expérimentation. Et pour revenir sur l'avis, justement, cet avis d'Erseignon n'a auditionné que 28 associations sur plusieurs milliers qui sont subventionnés par la région Île-de-France. Donc il y a quand même un petit souci aujourd'hui dans la crédibilité de cet audit, même si ça n'enlève rien aux qualités des consultants de ce cabinet. Si on revient quelques mois en arrière, la candidature de Claude Barthelone, justement, est-ce que c'était une erreur ? C'est le candidat qui a été désigné par le Parti socialiste. Vous saviez que j'étais très proche de Jean-Paul Huchon, ancien président en exercice. J'aurais souhaité qu'il puisse poursuivre, peut-être en prenant en compte un certain nombre d'éléments nouveaux dans la façon de faire de la politique. Et je crois qu'il souhaitait aussi mettre en avant une nouvelle génération. Et aujourd'hui, le résultat des urnes est celui-là. Moi, je ne cherche pas à savoir qui aurait été le qui a meilleur, ensuite démissionné, qui ne siège pas aujourd'hui à voilà, l'Assemblée. peut-être qu'il aurait fallu qu'il soit, moi je vous le dis en toute honnêteté, présent à la première séance. Je l'aurais souhaité. D'autres considéraient que c'était une façon de reconstruire une nouvelle opposition. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle se reconstruit en bonne intelligence avec Carlos da Silva, président du groupe socialiste, Céline Mandezé du Front de gauche, Mounir Satouri des écologistes, et moi-même pour le groupe radical citoyen, démocrate et écologiste. Et on mène aujourd'hui un vrai travail de reconstruction, puis ça nous permet aussi de nous remettre en question et puis de redéfinir des lignes de combat aujourd'hui. On va continuer à parler de l'actualité locale, nationale avec vous, et puis votre parcours aussi. C'est le but de ce café politique. Je vous laisse passer en salle. Allez-y. Eddie Haït, élu de gauche, donc élu PRG, invité aujourd'hui du Café Politique. Le Parti radical gauche, justement, qu'est-ce qui vous a motivé pour arriver dans cette formation ? Très clairement, pourquoi celui-ci et pourquoi pas le Parti socialiste, par exemple ? Parce que j'étais profondément fédéraliste européen. J'étais très attaché aussi à l'histoire de la construction de la République. Et le PRG, qui est le plus vieux parti de France, puisqu'il a été créé en 1901, reflétait
cet engagement qui était important pour moi. Donc en janvier 98, j'ai décidé de rejoindre le PRG. L'origine de cet engagement, il y avait une tradition dans la famille d'engagement politique ou pas du tout? Non, pas du tout. C'était mes études d'histoire, l'intérêt pour le droit constitutionnel, la science politique, puis l'envie, je dirais, assez bateau de faire des choses. Et je crois que ça s'est présenté tout naturellement. Aujourd'hui, le PRG est malgré tout dans l'ombre du Parti socialiste. C'est très souvent un allié du Parti socialiste. Qu'est-ce qui fait la différence fondamentale? Est-ce qu'un jour, on pourrait imaginer que la formation se détache complètement du Parti socialiste? Alors, nous sommes, d'un point de vue formel, détachés. Et seulement nous favorisons le rassemblement à gauche qui passe pour nous d'abord par un lien privilégié avec le Parti socialiste. Néanmoins, nous ne sommes pas des socialistes. Nous sommes des libéraux de gauche, attachés au libéralisme économique, aux libertés individuelles et surtout à la place centrale que l'individu peut occuper. Quelle est la responsabilité de chacun? Et non pas, je dirais, les notions de classe, les notions plutôt liées au collectivisme. Nous sommes vraiment dans la valorisation de l'individu et du droit de chacun à pouvoir agir. Aujourd'hui, quelle réflexion, quel regard vous avez sur le Parti socialiste et plus globalement sur la gauche? On entend souvent parler pourquoi pas, une nouvelle formation politique à gauche, que les choses soient plus clarifiées entre le socialisme, le libéralisme, les sociodémocrates. Aujourd'hui, c'est un peu confus. Je ne serais pas très honnête si je ne vous disais pas qu'il y a un malaise aujourd'hui à gauche en général et au sein des partis qui font vivre ce courant de pensée en particulier. Plusieurs initiatives sont en réflexion, l'Alliance populaire autour du passé socialiste, des démarches d'ouverture avec le Parti radical de gauche qui a créé un pont avec un parti écologiste, Génération Écologie. Il y a des recompositions avec le Front de gauche, les écologistes sont en pleine recomposition aujourd'hui. Nous travaillons également avec l'Union des démocrates écologistes, présidée par Jean-Vincent Placé, qui siège dans le groupe que je préside à la région Île-de-France. Voilà, il y a un certain nombre d'initiatives qui contribuent à alimenter des dynamiques, mais aujourd'hui, je crois que nous devons nous interroger, non pas en termes de demande, mais en termes d'offres. C'est aujourd'hui une nécessité absolue. Nous devons à tout prix convaincre que nous proposons un meilleur modèle et que nous proposons des solutions pour répondre aux attentes et aux préoccupations de la vie quotidienne. Je crois que la gauche doit vraiment se réinterroger aujourd'hui sur ce qui la constitue. Pour la prochaine campagne des présidentielles, il y a eu un petit changement qui a été voté à l'Assemblée, les députés qui ont décidé de réduire la période d'égalité stricte pour les temps de parole, pour les formations, les plus petites formations. Ça signifie sans doute moins d'accès aux médias. Je voudrais avoir aussi votre avis sur ce sujet-là. Auparavant, je vais vous laisser écouter un micro-trottoir. Nous sommes allés rencontrer quelques habitants des Yvelines pour leur demander si justement les plus petits partis avaient accès aux médias. Je sais pas, quand je regarde les médias à la télé, les grands BFM et iTélé, c'est vrai qu'ils parlent beaucoup des grands partis, mais c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a les jeunes d'ailleurs qui réclament un peu cette chose-là, que les petits partis soient représentés. C'est représenté, on leur donne moins la possibilité de passer dans les grands médias, notamment la télévision. On devrait les entendre plus. Je dirais absolument pas. Comme petit parti, à part style les partis écolos, les choses comme ça qu'on peut observer, parce que moi je m'y intéresse. Sinon, les autres partis, je les connais pas. Je pourrais citer aucun petit parti politique, quoi. Non, je pense qu'on offre la position médiatique à ceux qui font le plus de bruit. Donc en général, c'est les plus grands. Mais les petits, non, ils sont pas représentés. On voit pas assez les plus petites formations. Le PRG par exemple, on n'a pas posé de questions, mais sur le PRG... n'est pas une petite formation, il compte 3 ministres, 2 groupes parlementaires, plusieurs milliers d'élus, c'est une vraie formation républicaine ancrée sur le territoire. Mais on entend moins, on identifie très clairement le Parti socialiste, les républicains... Parce que le travail est différent, et puis parce qu'à un moment donné, oui, peut-être que les médias ont une responsabilité, mais moi j'ai pas tendance à dire que c'est parce qu'on fait 36 plateaux télé qu'à un moment donné la visibilité ou la force de conviction est plus forte. Le FN n'a jamais été aussi présent sur les audiences et n'a pas remporté une seule région alors qu'on lui en donnait de 1 à 3 régions aujourd'hui, et heureusement qu'il n'en a pris aucune. Maintenant, la question qui est posée avec la loi organique relative à l'élection présidentielle, qui a été votée d'ailleurs à 12 voix à l'Assemblée nationale, elle vise également à ne plus considérer l'égalité du temps de parole comme un principe, mais un principe d'équité pour le temps de parole. Donc, moi je ne suis pas très à l'aise avec ce dispositif-là, puisqu'il faut, pour être candidat à l'élection présidentielle, présenter 500 parrainages.
Et ce sésame-là est déjà un sésame qui permet d'acquérir une certaine responsabilité dans la candidature. Il faut aller chercher des maires, des conseillers régionaux, des conseillers départementaux. Donc le droit à l'égalité du temps de parade me paraissait une mesure juste. Et je trouve regrettable qu'elle soit remise en cause aujourd'hui. Puis il y a la question des primaires aussi peut-être, sur lesquelles on peut réagir si on parle campagne présidentielle. Il faut une primaire à gauche aujourd'hui? Justement, est-ce que cette mesure sur le temps de parole, est-ce que les mesures qui vont avec cette loi sur la complexification rendue pour obtenir les parrainages n'est pas une façon de tuer dans l'œuf les primaires citoyennes, même si elles se sont bien tenues en 2011 et en 2012 à l'initiative du Parti Socialiste. Mais quand on voit aujourd'hui la cacophonie à droite, 13, voire 14, voire 15 candidats... Mais au moins il y aura une primaire. Oui, mais en fait, est-ce qu'il y aura une primaire à gauche? Je ne suis pas certain qu'elle se fasse dans des conditions qui permettent vraiment un débat, une construction et une reconstruction de ce camp-là. Donc il faut, je crois, que notre République puisse permettre à toutes les initiatives de s'exprimer. Je ne suis pas certain que pour l'opinion publique, ce soit un bon message qui soit envoyé. Une primaire à gauche nécessaire? Non, si elle a lieu, le PRG a toujours été favorable aux primaires. Il a même en 2006 déposé une loi pour cela. Elle n'a pas été votée, elle n'a pas été retenue. Aujourd'hui, il y a un président de la République, il faut déjà savoir s'il est candidat ou pas. Et une fois sa candidature annoncée ou son absence de candidature déclarée, prendre nos décisions. Je crois que s'il n'y a pas de président sortant candidat, le PRG peut avoir toute sa place dans la primaire. Justement, François Hollande, candidat pour 2017, deuxième micro-trottoir. Voilà. Est-ce qu'il doit être candidat? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à mettre? Je pense pas. Pourquoi? Les résultats ne sont pas satisfaisants actuellement déjà. Oui. Pourquoi? C'est bon, parce que je pense qu'il n'y a pas mieux actuellement pour tous. Je pense pas. Parce que bon, il n'a rien fait. On est toujours à la galère et tout. Par rapport au chômage, il est augmenté. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien du tout. Mais on a essayé pour changer par rapport à Sarkozy, mais le meilleur, mais je préfère Sarkozy que François Hollande. Je pense que oui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a un bilan et donc avec ce bilan il doit se représenter pour avoir après le verdict de la population, quoi. Non, pas du tout. Pourquoi? Pas du tout, il ne doit pas se représenter. Pas du tout. C'est ce qui revient le plus souvent, hein, malgré tout. Oui, Une mais fois c'est sur un petit 10. peu compliqué parce qu'on leur demande pas s'ils sont pro ou anti-Hollande. On leur demande même de donner un avis sur le principe d'une candidature. Et les réponses sont un petit peu surprenantes, mais moins graves que je le pensais. Puisqu'un certain nombre considèrent qu'il lui revient d'assumer le bilan qui est le sien et donc une sorte d'obligation morale et politique. D'aller défendre et d'être devant les électeurs pour être jugé. Moi, je considère cela comme c'est juste. Et aujourd'hui, il a mené un projet, il y a un bilan et le temps du bilan et de l'expression de ce bilan viendra et on verra que des choses ont été faites. Néanmoins, la crise sociale et la crise liée à l'emploi est profonde et l'incompréhension des Français sur ce sujet-là est totale. Et je crois qu'on a échoué aujourd'hui sur ce chantier-là et on a échoué à expliquer aux Français aussi l'état de la France tel qu'il était en 2012. Et on doit mais sur le bilan plus globalement, vous en êtes satisfait? Il y a plusieurs ministres qui partent à gauche. Il y a des réalités gouvernementales qui font qu'aujourd'hui, il y a des choses à valoriser dans ce bilan. Il y a un certain nombre de choses qui méritent d'être soulignées, partagées avec les Français sur l'égalité hommes-femmes, sur les nouveaux droits, sur les questions de société, sur l'aide aux entreprises, sur la protection des salariés. Des choses ont été mises en œuvre et aujourd'hui ne sont pas ou sont mal portées. Ce qu'on entend le plus souvent, c'est ces derniers mois la question de la déchéance de la nationalité. Par exemple, on voit qu'une ministre doit démissionner pour ne pas porter ce texte et finalement le texte ne sera jamais présenté. Il y a la question de la loi de travail, du travail qui est actuellement discutée aussi. Ça écorne aussi l'image de la gauche globalement et du gouvernement. Alors, manifestement, il y a eu quelques petits soucis de séquençage sur ce projet lié à la déchéance de nationalité, même si moi j'ai en souvenir ce très beau discours prononcé au Congrès de Versailles qui rassemblait l'ensemble de la représentation nationale. Et je crois que les primaires à droite, pour revenir là-dessus, sont venus parasiter un sujet qui aurait dû être situé au-dessus des querelles partitaires et partisanes. Et je crois que la fonction présidentielle n'a pas été respectée dans ce cadre-là, que les parlementaires de droite du Sénat n'ont pas joué le jeu et que nous aurions dû avoir ce projet de loi porté en Congrès, car les chambres avaient fait leur travail et pour des raisons liées à cette primaire interne à droite, cette réponse, certes symbolique, mais forte au niveau du modèle de notre nation à défendre, n'a pas pu être menée à son terme. Vous êtes conseiller régional, vous êtes aussi conseiller spécial de la ministre de la fonction publique. Quel est votre rôle? Alors déjà, profiter de l'occasion qui m'est donnée pour saluer
la ministre, et puis lui témoigner de ma reconnaissance de m'avoir sollicité pour occuper auprès d'elle cette fonction. Conseiller spécial, je veux dire ce que ça veut dire. Je suis le conseiller de la ministre et je l'accompagne dans un certain nombre de ses réflexions. J'ai beaucoup travaillé avec elle sur les problématiques liées au dialogue social, notamment en amont des questions liées au dégel du point d'indice concernant le salaire des fonctionnaires. Et j'ai vécu un travail particulier à ses côtés. Il m'est difficile d'en parler puisque la règle républicaine veut qu'un conseiller de ministre ne s'exprime pas sur les missions qui sont les siennes. Mais sachez que ce ministère est tenu par une ministre convaincue, engagée et qui a à cœur de défendre une fonction publique aujourd'hui modernisée et renouvelée. Est-ce que c'est une fonction que vous préférez à celle de conseiller régional ou à celle d'élu Alors il y a le métier qui est conseiller spécial et il y a la fonction, le mandat qui est celui de conseiller régional. Les deux se complètent, c'est de la politique, mais je vis une belle période d'épanouissement avec ce métier de conseiller spécial auprès d'Annick Girardin. Ouais. Qui peut aussi paraître comme un rebond après l'échec aux élections municipales, parce que vous avez été maire de cette commune de Carrière. Je ne le souhaite pas pour tous les politiques, il n'y aurait jamais assez de place en conseil, en cabinet ministériel. Mais non, puisque ma reconversion professionnelle avait été faite, j'avais fait le choix d'ouvrir une boîte de conseil, de faire du conseil et de la formation, de l'aide à la prise de décision publique. Et j'ai eu la chance d'être appelé, c'est une responsabilité auprès du ministre, on n'en refuse pas. Mais non, je ne crois pas, puisque on serait vraiment très nombreux en cabinet ministériel si ça devait être le cas. Voilà. On parle tout de même de Carrière. Vous avez été élu maire en 2008, battu par 85 voix en 2014 au dernier scrutin. Merci de me le rappeler. Voilà, j'allais vous demander, vous l'avez digéré cette défaite? Visiblement pas tout à fait. Non, alors, il y a plusieurs étapes. C'est que vous, après la défaite, vous ne savez pas que vous traversez une période de dépression. En fait. Et c'est une fois que vous en êtes sorti que vous savez que c'est ça. Et ça dure 6 mois, peut-être plus pour d'autres, moins pour certains. Moi, il m'a fallu 6 mois pour dépasser le stade de la colère, de la rancune. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase de reconstruction de l'opposition, comme nous le sommes d'ailleurs à la région Île-de-France. Nous travaillons, nous avons un groupe de 7 élus, nous portons un certain nombre de valeurs. Nous avons aussi des réalisations et un bilan que nous ne souhaitons pas voir sacrifiés sous prétexte de l'alternance. Mais nous sommes prêts à soutenir chaque initiative bonne qui nous sera présentée. Néanmoins, il est vrai que l'exercice démocratique aujourd'hui à Carrière-sous-Poissy est compliqué et nous avons dû engager un certain nombre de procédures auprès du tribunal administratif simplement pour faire valoir les droits de l'opposition. Et moi je ne parle même pas de la question de fond, mais sur la forme même de l'exercice du mandat. Vous avez demandé dernièrement l'annulation de la délibération relative au débat d'orientation budgétaire aussi. Vous pensez bien qu'on ne fait pas ça avec plaisir. Annuler un débat d'orientation budgétaire est un acte grave dans une collectivité locale, mais aujourd'hui ce qui nous a été présenté ne constitue pas des orientations budgétaires comme la loi NOTRe l'impose aux exécutifs de collectivités locales. Donc nous avons saisi le sous-préfet, il lui reviendra maintenant de le décider. Nous espérons qu'il va nous suivre et si les réponses et les motivations de la sous-préfecture ne sont pas satisfaisantes en termes de droit, nous envisageons de porter l'affaire au tribunal administratif. On parlait de vos différents mandats, différentes fonctions, peut-être sur votre façon aussi de faire de la politique. Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, vous êtes un élu 2.0. Pas autant que le maire de Poissy, manifestement. Vous êtes en tout cas assez présent entre les tweets et puis aussi les communiqués qui sont assez fréquents. C'est important pour vous d'exister aussi, de montrer ce que vous faites par ce biais-là? Un élu, il a la volonté de témoigner à travers différents sujets, mais aussi de faire partager et puis d'être entendu. Et les médias, à travers toutes leurs formes, font partie de ces relais-là. Après, les médias sont assez intelligents pour relayer ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. Oui, moi je pense qu'il faut se saisir des médias. Quand on a la chance d'avoir des médias locaux nombreux, indépendants, il faut être à leur côté. Moi je suis prêt là-dessus à assumer cette hyper-communication, mais auprès des médias. Auprès aujourd'hui des administrés, auprès des franciliens, on aborde les sujets à travers des problématiques très liées à la vie quotidienne, après des démarches même de proximité physique. Tu as parlé de sa vie privée aussi quelquefois? Quand on est un homme public ou une femme publique, à tous les niveaux qu'on soit, on accède forcément à une forme de transparence sur son patrimoine, sur sa richesse et donc forcément sur sa vie privée. De toute façon, les gens ne veulent pas le savoir mais vous le demandent. Donc à un moment donné, à chacun de trouver la limite. Parce que via Internet, notamment en 2006, vous faites partie de ces élus qui ont fait leur coming out aussi. Ouais, j'ai simplement répondu à une question des médias en fait. J'ai attendu qu'on me pose la question. À partir du moment où je joue le jeu de la presse, j'ai répondu à la question qui m'était posée. Voilà, de la même façon que j'étais favorable au mariage pour tous, pas par identité, mais parce que je considère que c'est l'égalité pour tous et le même accès pour tous à la loi. J'ai fait le choix de me marier parce que je considérais qu'au bout de 17 ans de vie commune, ça pouvait se poser.
Voilà, il n'y a pas de raison que je n'adopte pas moi aussi les codes d'une société quand elles sont autorisées. Voilà. Et quelquefois, ça a aussi une incidence ensuite sur les campagnes politiques, parce qu'en 2012, pendant les législatives, il y a aussi eu des insultes à caractère homophobe qui vous ont visé. Et pendant la municipale de 2014. Municipale également, comment vous l'avez vécu toute cette période-là? 2012, je l'ai pris comme faisant partie du jeu, même si je la condamne sur le fond, mais une élection nationale, voilà. Parce au-delà du jeu, ça reste quand même assez violent aussi. Au municipal, j'ai été profondément blessé. Profondément blessé parce que les attaques étaient sales, personnelles, et m'ont véritablement atteinte, je le dis sincèrement, puisque pendant l'exercice de mon mandat municipal, il ne m'a jamais été fait ce reproche. Bien au contraire, les Carairois me demandaient à voir mon conjoint, me demandaient à ne pas avoir là-dessus de tabou, et j'ai toujours fait le choix de ne pas mélanger. Et de la même façon que je n'avais pas fait de jeunisme quand j'étais élu à 32 ans, de ne pas mélanger, de ne pas faire de mise en œuvre de politiques publiques communautaristes, sauf si elles étaient liées à l'égalité des droits. La lutte contre le sida, la lutte pour l'égalité hommes-femmes, etc. Et là, je me suis retrouvé sali avec des papiers collés dans les arrêts de bus, des tracts distribués à des enfants à la sortie des écoles. Voilà. Et moi, j'ai très très mal vécu cette campagne en général et en particulier pour cela. Et ça laisse des traces ? Alors moi, je reste blessé. J'ai rarement atteint en politique, rarement secoué, mais là, j'ai considéré que la ligne rouge avait été franchie et je regrette qu'on n'ait pas pu identifier l'auteur de ces tracts anonymes, mais de la même façon, pendant le mandat où j'ai été insulté et attaqué pendant la campagne, et là, l'auteur des faits a été condamné à 3 mois de prison avec sursis, et je pense qu'il ne doit pas y avoir là-dessus de laisser faire. Et de la même façon que j'invite toutes les victimes de violences à faire valoir leurs droits, les élus ont l'obligation, je considère, morale, à se défendre là-dessus quand ils font l'objet d'attaques, parce que si nous ne le faisons pas, comment la personne isolée pourra-t-elle oser le faire? Voilà. Je crois que là-dessus, il faut se défendre. Une dernière question, la suite pour vous en politique, c'est quoi? Redevenir maire par la suite Comment vous voyez l'évolution? Non, mais en tout cas dans votre Alors là-dessus, vos j'ai envies. aussi évolué. Je pouvais en avoir besoin pour ma reconstruction personnelle. Aujourd'hui, je ne serai candidat en 2020 à Carrière-sous-Poissy que si j'en ai véritablement l'envie et si je me sens prêt à pouvoir proposer aux Carrioras un programme innovant, une équipe renouvelée et surtout que les conditions d'une nouvelle rencontre soit créée comme en 2008. En 2014, j'ai échoué, j'en tire les leçons personnelles, programmatiques et politiques, j'assume ma part d'erreur, mais je considère que le match n'est pas complètement joué, même si je prends conscience aujourd'hui de l'importance de la vie privée et des professionnels avant tout. Merci Elie. Merci à vous.